BFM Business, BFM Crypto, le club. Et alors ça y est, certaines cryptos, et pas des moindres, le Bitcoin notamment, repartent clairement à la hausse depuis maintenant plusieurs jours. On va parler du potentiel des cryptos, bien évidemment, et de l'évolution de l'écosystème avec les meilleurs experts français qui sont à nos côtés chaque jour à 16h35 sur BFM Business, le club BFM Crypto. Pauline Armandé, bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Newsletter d'ailleurs à suivre chaque lundi à 18h. Apparaître donc dans un peu plus d'une heure tout à l'heure. Vous pouvez vous y abonner bien sûr gratuitement. Il est à distance avec nous, Sébastien Gouspillou, spécialiste du minage, cofondateur de Big Block Green Service. Bonjour Sébastien. On est ravis. Bonjour Guillaume. On va parler ensemble des difficultés de certains des plus grands acteurs mondiaux du minage et on parlera aussi de l'Afrique. L'avenir du minage est en Afrique et peut-être qu'une partie de l'avenir de l'Afrique passera par le minage. En tout cas, c'est votre point de vue. Vous nous l'expliquerez tout à l'heure en direct. Alors, on espérait vous accueillir en plateau, mais il y a une tempête dans l'ouest de la France qui entraîne beaucoup de retard de train et vous êtes donc avec nous en direct et à distance. À tout à l'heure. Vous restez bien en ligne. On vous rejoint dans quelques instants, Sébastien. Puis Vincent Bois nous accompagne aussi pour IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Ravi de vous retrouver, d'autant que, alors on parlait de tempête, les vents sont plus favorables manifestement pour l'univers crypto. On parle de cette hausse de début d'année sur les marchés actions absolument sidérante, mais sur le Bitcoin aussi, ça repart. Là, on est à plus de 20 000 $ pour un Bitcoin. Alors tout à fait, c'est vrai que la hausse a pris un peu plus de temps pour les cryptos par rapport aux indices qui avaient déjà rebondi. Mais cette hausse pour le moment est plutôt un bon signe. Nous avons cassé pas mal de niveaux techniques sur le Bitcoin ou encore sur l'Ether, notamment les 20 000, 19 700. Et donc, comme pour les indices, on est peut-être allé un peu vite, mais c'est un bon signe. Il faut donc peut-être une consolidation saine pour revenir sur ce niveau psychologique majeur des 19 700. Et en cas justement de consolidation qui est plutôt saine dans un marché haussier et d'un maintien sur ces 19 700, 20 000 $, eh bien, nous pourrions peut-être parler justement d'une tendance haussière qui se dessine. Pour le moment, effectivement, nous attendons de voir si cela est tenable, comme les actifs traditionnels. On est venu chercher un autre niveau psychologique, c'est les 21 400. C'est le niveau que nous avons atteint le plus haut juste avant l'affaire FTX et cette chute importante que nous avons vue en novembre. Donc, on est tout de même venu chercher un niveau technique qui n'a pas été cassé pour le moment. Donc, attention, cette hausse est plutôt très bon signe pour ce début d'année, mais il faut, comme je le dis, plutôt un retour en arrière léger pour pouvoir confirmer cette tendance haussière et dépasser finalement ces 21 400 et donc effacer complètement cette affaire FTX dans les cours du Bitcoin. Alors, à ceux qui s'intéressent d'un seul coup au marché crypto parce qu'ils voient le Bitcoin repartir à la hausse, toujours ce même message. C'est un marché très volatile et spéculatif. Il ne faut y investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Et plus les cryptos monteront, plus on le dira. Parce qu'évidemment, la hausse attire aussi les nouveaux investisseurs et les débutants. Du côté de l'Ether, quel potentiel d'un point de vue technique pour la suite, d'après vous ? Alors, de la même façon, l'Ether a pris un peu plus d'avance. On a également franchi ce niveau psychologique qui est les 1420, que ce soit sur le Bitcoin ou l'Ether, c'est engageant, mais attention tout de même, ce n'est pas une tendance, pour moi en tout cas, haussière qui se dessine. Encore, il faut pas mal de confirmations pour retirer ce scénario plutôt baissier. Mais ici, sur l'Ether, 1420 $, qui est également le niveau psychologique, l'ancien plus haut historique de 2018, qui a été dépassé. Et donc, il faut de la même manière aller chercher d'autres niveaux, notamment les 1700. Mais comme je le disais sur le Bitcoin, pour confirmer que nous entrons peut-être dans une tendance haussière, il faut revenir en arrière, une consolidation saine vers ces 1420, niveau psychologique majeur, et un maintien sur ce niveau permettrait un rebond et d'envisager cette tendance haussière. Mais attention tout de même, c'est un début d'année engageant, mais qui va peut-être un peu vite, comme sur les actifs traditionnels. Et donc, pour le moment, le billet, qui est plutôt baissier encore, n'est pas invalidé. Merci beaucoup Vincent Bois pour IG nous accompagne régulièrement dans ce club BFM Crypto et donc la newsletter BFM Crypto à suivre, à paraître tout à l'heure à partir de 18h. Pauline, vous publiez aujourd'hui un entretien avec un homme qui se définit comme un anarchiste crypto, le français Julien Guiton, un fervent défenseur du mouvement des cyberpunks. Ouais. Tout à fait. En fait, pour Julien Guiton, il y a déjà 2 textes fondamentaux que tout crypto-anarchiste doit avoir lu dans sa vie. Déjà, le manifeste anti-crypto-anarchiste de Timothy May, qui est paru en 1988 et qui entend en fait redonner aux individus le contrôle de leur vie privée grâce à la cryptographie. Et puis un autre texte paru en 1993 de Eric Hugues qui s'intitule en fait le manifeste d'un cypherpunk. Et en fait, pour la petite histoire,
soir, Julien Guitton a réalisé une traduction en français de ce manifeste qu'il envoie aux personnes qui lui en font la demande. Et donc nous, il nous a évidemment envoyé cette traduction dont, voilà, je vais vous lire juste un petit extrait. L'extrait d'une des bibles anarchistes. C'est ça. Allez-y. Alors, la vie privée n'est pas un secret. Une affaire privée est ce qu'un individu ne veut pas que le monde entier sache, mais une affaire secrète est ce qu'un individu ne veut que quiconque sache. La vie privée est de pouvoir se révéler sélectivement au monde. Donc voilà, la traduction du manifeste d'un cypherpunk. Et en fait, Julien Guitton nous a expliqué que lui, il a découvert ces textes bien avant de découvrir le Bitcoin, qu'il a découvert du coup plutôt en 2011, soit 2 ans après sa création. Et donc on comprend que pour les crypto-anarchistes tels qu'ils se définissent, le Bitcoin permet de protéger leur vie privée, la vie privée de tout un chacun? Ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est un terme évidemment super important pour lui et pour de nombreux autres crypto-anarchistes. Lui et ces autres personnes ne considèrent pas le Bitcoin comme une crypto-monnaie qui est spéculative, qui permettrait de devenir millionnaire ou milliardaire, voilà, parce qu'on en aurait acheté à ses débuts. Au contraire, donc à sa découverte dès fin 2011, il fait un lien avec ces textes, donc ces manifestes dont on a parlé tout à l'heure. Et pour lui, d'ailleurs, il considère en fait que le Bitcoin, c'est une monnaie et pas une crypto-monnaie. Donc pour lui, c'est une distinction qui est assez intéressante, qui d'ailleurs ne met pas le Bitcoin sur le même, évidemment, piédestal que d'autres crypto-monnaies. Et il y a 3 fondamentaux rattachés au Bitcoin. Pour lui... La sainte trinité du Bitcoin, en quelque sorte, ça. dans cette bible des crypto-anarchistes. Pour lui, le Bitcoin... 3 fondamentaux. Du coup, le Bitcoin doit être pseudonyme, c'est-à-dire qu'en gros, évidemment, quand quelqu'un veut acheter, par exemple, un magazine ou un autre service, si on prend le cas d'un magazine, un vendeur n'a pas besoin de savoir qui on est. Le Bitcoin doit être incensurable, c'est-à-dire que quand on veut faire une transaction, on ne doit pas être empêché de la faire. Et enfin, il doit être immuable, c'est-à-dire que personne ne peut véritablement tricher ou changer la valeur du Bitcoin. Et c'est pour ça, en fait, que selon lui, il peut avoir une vie privée grâce au Bitcoin. Alors maintenant, du coup, dans les faits, peut-être vous allez me demander, Guillaume, voilà, en France, comment ça se passe? Parce que on peut pas tout payer en Bitcoin. Évidemment, Julien Guitton le reconnaît. Il va utiliser d'autres moyens de paiement, le cash, la carte bleue. Mais par contre, s'il veut pouvoir réaliser d'autres types de paiements pour, je sais pas, par exemple, voyager ou autre, il va considérer que le Bitcoin est une alternative, voilà, pour pouvoir payer ce type d'activité. Bon, il parle de cette liberté quelque part absolue offerte par le Bitcoin avec ces 3 mantras dont vous venez de nous parler. Un État pourrait néanmoins parfaitement décider, Pauline, d'interdire le Bitcoin. Oui, et effectivement, ça fait partie des réflexions qui sont toujours en cours de la part des cypherpunks et des crypto-anarchistes qui se disent si en État l'interdit, voilà, quelles seraient nos marges de manœuvre, nos possibilités. Et selon Julien Guitton, déjà, le seul État qui pourrait potentiellement interdire le Bitcoin, ce serait a priori les États-Unis à cause de la valeur de monnaie de réserve que peut représenter le Bitcoin. Mais pour lui, en fait, je le cite, vouloir interdire le Bitcoin, c'est comme vouloir interdire le dollar. Même la Chine ne le ferait pas. Et d'ailleurs, même si par exemple un État voulait interdire le Bitcoin, selon lui, les gens pourraient toujours être sur la blockchain. Ils pourraient même s'envoyer des transactions Bitcoin par des pigeons. Oui, c'est possible de s'envoyer des transactions par des pigeons. Ah bon ? Ça fait partie des réflexions de cypherpunk qui se disent, voilà, si un État décide de tout couper, on peut passer par d'autres alternatives, d'autres moyens de communication. Donc, le pigeon voyageur ? Oui, utiliser des pigeons voyageurs pour réaliser des transactions en Bitcoin, ça pourrait être possible. Sébastien Gouspillou nous accompagne. On a envie de vous faire réagir à tout ça, Sébastien. D'abord, crypto-anarchiste, vous vous reconnaissez dans cette définition et la façon dont Julien Guitton, que Pauline a interviewé, définit les cypherpunks? Non, moi je ne me définis pas comme un crypto-anarchiste, mais je comprends tout à fait le discours de Julien Guitton. Il est très sensé, ce discours. Il faut aller au-delà d'un côté un peu original qu'on peut y détecter. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié les cypherpunks et donc c'est très intéressant de l'écouter et de le lire. Julien, moi je le connais bien,
il a été client chez nous il y a déjà longtemps, donc je le connais depuis longtemps. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Donc cet article est très intéressant. Bravo Pauline. Oui, apparaître dans cette newsletter BFM Crypto tout à l'heure après, à partir de 18h. Et alors vous nous parliez, Pauline, de pigeons voyageurs. Vous avez entendu ce que nous disait Pauline à l'instant. Vous avez déjà entendu parler de ça, cette alternative si un État venait à décider d'interdire le Bitcoin, on recourrait aux pigeons voyageurs pour se transmettre les bitcoins, les codes, etc. Vous achetez cela, franchement, Sébastien ? Oui, tout à fait. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'une autorité de l'État, d'une autorisation à se servir d'Internet. On pourra toujours faire des transactions en Bitcoin de la manière la plus empirique possible. Si on nous coupe les moyens technologiques, c'est ce qu'il veut dire, oui. Et c'est tout à fait pertinent. Que se passe-t-il par ailleurs dans votre écosystème? Parce qu'évidemment, quand on pense au Bitcoin, on pense aussi au minage, et vous êtes l'un des Français, peut-être le Français aventurier du minage, le Tintin mondial du minage en quelque sorte, puisque vous allez parcourir beaucoup de pays, parfois très difficiles, pour y installer ces solutions de minage. Que se passe-t-il dans votre écosystème du minage, Sébastien? On a l'impression qu'un grand boxon est en train d'agiter les plus grands acteurs. Oui, alors on est toujours dans cette bataille du dernier survivant qui s'installe pour durer. Là, on est vraiment dans une guerre de positions et les positions n'ont pas beaucoup bougé depuis que je suis venu vous voir la dernière fois. Donc là, on est à 300 exahash de puissance sur le réseau, donc c'est pratiquement au plus haut. On a déjà connu 300 exahash à plusieurs reprises dans les 3-4 derniers mois. Donc, malgré les annonces de faillite de gros acteurs américains, ça ne bouge pas, le hash rate reste puissant. On a eu un petit espoir le 25 décembre. On a cru que c'était joyeux Noël pour les mineurs, on a vu le hash rate beaucoup baisser. En fait, c'était l'effet du Texas et des États-Unis qui se servaient du mining comme d'un régulateur. Donc, ils ont fait de l'effacement. Et on a vu le hash rate baisser à plus de 35%. Donc, ça montre aussi à quel point le mining maintenant est devenu hyper important au Texas et aux États-Unis pour servir de régulateur au réseau. C'est quelque chose qui est à réfléchir aussi là pour les acteurs européens de l'électricité. On voit que TEPCO a fait ça au Japon, que les Américains se servent du mining. Donc, il faut commencer à réaliser que le mining peut être vraiment une béquille pour les acteurs de l'énergie, les acteurs de l'électricité. On commence à réaliser là depuis quelque temps à quel point l'énergie c'est important. Oui, ce qui n'empêche pas certains des plus gros acteurs de risquer la faillite. On en est où là-dessus et quelles seraient les conséquences pour le mining justement et le hash rate du Bitcoin dont vous nous parlez, Sébastien? Alors pour le hash rate, la faillite d'un énorme acteur comme Core Scientific, qui a jusqu'à 15% du hash rate mondial, ça n'aurait pas beaucoup d'incidence parce que le matériel serait revendu et redistribué. C'est la manière dont il serait redistribué qui est importante. Est-ce que ça serait racheté par un autre groupe, ce qui en ferait un énorme groupe et qui centraliserait encore un peu plus le mining, ou est-ce que ces machines seront distribuées? Ce que je vois, moi, c'est que BlackRock vient de remettre au pot 17 millions de dollars la semaine dernière dans Core Scientific. Donc pour moi, c'est pas coulé, c'est pas mort. On a vu des boîtes comme Chrysler, par exemple, en 2009, être en procédure de faillite et puis réussir à s'en sortir. Et je pense qu'avec la confiance de BlackRock, 17 millions sur la table, ça impacte aussi tous les créditeurs, les gens qui sont engagés avec Core Scientific. Donc pour moi, ils n'ont pas disparu. Et ça veut dire surtout que BlackRock a une très très forte confiance dans la reprise du cours du Bitcoin parce que je ne vois pas ce qui pourrait sauver les Core Scientific à part vraiment une reprise forte du Bitcoin. Oui, alors on voit une reprise du Bitcoin, mais peut-être pas suffisante encore pour sauver ces grands acteurs du minage. Est-ce que la réouverture de la Chine peut néanmoins aider? On sait qu'il y a eu énormément de problèmes sur les chaînes d'approvisionnement mondiales du fait de la crise sanitaire. Là, la Chine rouvre. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les acteurs du minage, dont vous faites partie d'ailleurs, Sébastien? Est-ce que ça pourrait permettre à nouveau de s'approvisionner plus facilement en machines, voire faire baisser le coût de ces machines et donc renforcer l'attrait, en l'occurrence, du minage? Non, le fait que la Chine rouvre, ça va pas changer grand-chose pour nous parce qu'on a continué à faire du business avec la Chine vraiment ces 3 dernières années, de manière très régulière. Pour moi, ce que ça change, c'est que je vais pouvoir y aller en Chine parce que j'ai quelque chose à y faire depuis longtemps et on était obligé de repousser ça à cause des mesures Covid. Et donc là, on a un projet industriel qui va pouvoir démarrer. Bon, écoutez, tant mieux pour vous. Et pour l'instant, alors on parle de ces difficultés des grands acteurs du minage. De votre côté, Big Block, pas d'impact, comment ça se passe? Vous êtes complètement immune, aucune éclaboussure face aux difficultés des géants du secteur, Sébastien?
Non, on n'a pas de difficulté particulière, si ce n'est que notre revenu baisse de manière considérable, mais nos charges sont adaptées. Donc nous, on a une entreprise qui est extrêmement résiliente, parce qu'on a très peu de charges, et c'est comme ça qu'on a voulu travailler. Encore une fois, nous, on a l'expérience de 2018, donc maintenant, on sait comment il faut faire pour pouvoir résister à une vague baissière longue, même très longue. Et donc, cette bataille du dernier survivant, nous, on sait qu'on en sortira vivant. Même si on est nombreux, on espère qu'en fait, il n'y aura pas de mort dans cette bataille-là. Je vois que ça... En tout cas, que tout le monde patiente, tout le monde est solide, tout le monde attend pour l'instant. La plupart des gens, alors quand on parle de minage, la plupart des gens, et même ceux avec qui on peut discuter dans nos vies privées, nous parlent d'abord de la consommation énergétique associée au minage et cette consommation inutile, c'est ce que disent encore beaucoup de gens. Alors évidemment, vous êtes un acteur du minage, vous allez leur dire qu'ils ont tort, et vous avez trouvé pour cela un argument supplémentaire, l'Afrique s'intéresse à son tour de plus en plus au minage, qui apporte un argument. En tout cas, tiens, on a perdu Sébastien. On va essayer de le rattraper. Je l'ai vu appuyer avec son doigt sur arrêter. On va essayer de vous rattraper, Sébastien. Mais donc l'Afrique qui s'intéresse elle aussi de plus en plus au minage, qui peut peut-être apporter un argument aux adeptes du minage, aux acteurs du minage, pour dire que oui, le minage a aussi une utilité sociale malgré son coût environnemental, et un coût environnemental que ces acteurs du minage par ailleurs contestent, puisqu'ils expliquent qu'on peut aussi faire du minage à partir d'énergie verte et que c'est de plus en plus le cas. Sébastien Gouspillou est en train de nous en convaincre dans un instant. Juste avant, Pauline, puisque vous êtes toujours avec nous ici en plateau, sur le plateau de BFM Business, un mot du Bitcoin qui remonte, parce que ça occupe aussi et ça attire l'attention d'énormément d'investisseurs. On est à plus de 20 000 $ aujourd'hui pour le Bitcoin. Ça fait un peu de bien au moral. C'est pourtant le Blue Monday, le Bitcoin qui progresse. Comment est-ce qu'on voit la suite? Journée la plus déprimante de l'année, pas pour le Bitcoin en tout cas. Comment est-ce qu'on voit la suite, et les acteurs que vous interrogez, comment parlent-ils de ce rebond du Bitcoin? Effectivement, on parle du Blue Monday, mais c'est pas une journée très déprimante pour le Bitcoin, et notamment depuis ces derniers jours. Plus 20% en l'espace de 7 jours. Ce qu'on sait aussi, c'est que selon les chiffres qui sont communiqués, le Bitcoin a progressé sur 12 jours consécutifs. Ça s'était pas vu depuis super longtemps, ce qui est assez rare et effectivement assez significatif dans cette tendance. D'ailleurs, il y aurait un record à battre, 15 jours de progression à la suite. Ça s'était vu en novembre 2013. Donc si c'est battu en 2023, ça sera évidemment à saluer. Le Bitcoin va bien aussi, on l'a vu, parce que c'est la première fois aussi depuis 9 mois que l'indice de peur du Bitcoin a atteint le niveau neutre. Alors c'était hier, mais c'est quand même assez significatif et on peut en parler. C'est un indice qui est en fait, qui s'appelle l'indice de peur et de cupidité, qui a été inventé en 2018 et qui analyse en fait la réaction des émotions des investisseurs sur le marché des cryptos. Et là, c'est vrai que c'était assez intéressant de remarquer que cet indice était à neutre et plus à peur ou à extrême peur, comme on a pu le voir en fait au cours des derniers jours. Peut-être un signal pour la suite, mais en rappelant en effet que ça reste évidemment très volatile et spéculatif. Comme la liaison avec Sébastien Gouspillou, volatile, cette liaison vous rejoint à nouveau Sébastien. Et on le disait, pendant que le Bitcoin remonte, ce qui aussi apporte un peu de morale aux mineurs pour rentabiliser leurs opérations, pendant que le Bitcoin remonte, vous avez un argument supplémentaire à apporter à ceux qui contestent l'utilité du minage et ceux qui insistent surtout sur son coût environnemental et peut-être même son coût social. Il semble que le mining devienne de plus en plus, Sébastien, un sujet, en l'occurrence, africain. Oui, non, tout. Alors voilà, on parlait d'une liaison volatile. La preuve, Pauline. Oui. Oui, là, on a perdu Sébastien. On a perdu Sébastien. On va essayer de vous rattraper, Sébastien, mais c'est pas évident. Un autre signe peut-être positif sur l'avenir du Bitcoin, avec beaucoup de prudence, on parle de tout ça avec beaucoup de pincettes, c'est que, Pauline, vous avez aussi repéré cette info, une nouvelle université aux États-Unis va proposer des cours sur le Bitcoin. Ouais, c'est l'université américaine Texas A&M qui proposera a priori à partir du printemps 2023 des cours sur le Bitcoin aux élèves
qui le souhaitent. Et le premier cours d'ailleurs devrait s'appeler Bitcoin Protocol. C'est son professeur qui s'appelle, je ne l'ai pas noté, mais voilà, un certain professeur de l'université américaine qui a notamment expliqué eh bien, le titre de ce cours. Et il explique d'ailleurs qu'il a fallu des mois pour convaincre l'université de l'intérêt du Bitcoin et de notamment pouvoir faire de la pédagogie autour de cette crypto-monnaie. Et il faut quand même dire que c'est pas la seule université qui parle du Bitcoin à ses étudiants. Il y a déjà Boston qui donne des cours sur la réglementation des crypto-monnaies, mais aussi Harvard, le MIT et aussi Oxford qui ont un peu commencé à parler du Bitcoin aux élèves et étudiants américains et internationaux. Oui, ça devient une vraie matière dans certaines universités. Ça commence à l'être, oui. Pauline Armandet qui nous alerte sur les tendances qui montent en puissance à travers aussi cette newsletter donc à paraître dans maintenant 1 heure et 3 minutes, Pauline. À tout à l'heure pour cette newsletter, bien sûr, à laquelle vous qui nous suivez, vous pouvez vous abonner gratuitement. Les marchés, on remercie aussi Sébastien Gouspillou qui nous accompagnait. On a eu un lourd problème de liaison malheureusement. Sébastien Gouspillou pour Big Block Green Services qui nous accompagnait pour parler du minage et de l'avenir du minage. On avait anticipé, voulu, prévu surtout de parler du minage en Afrique. Sébastien, vous reviendrez pour retenter votre chance à nouveau, bien sûr, et vous êtes le bienvenu toujours dans ce club BFM Crypto. Le CAC 40 est en hausse en ce moment de 0,4%. On est en hausse malgré l'absence des investisseurs américains, des volumes très très faibles aujourd'hui en Europe, mais on voit que par défaut, même dans une séance creuse, toujours pas de prise de bénéfices, on transforme même l'essai et on poursuit cette tendance des 2 premières semaines de l'année. Le CAC est à 7051 points, on s'en reparle juste après la pause. À tout de suite.